Bienvenue à tous, bienvenue sur RTV dans votre nouveau numéro de votre émission On en discute. Aujourd'hui, j'ai souhaité qu'on parle de maladies psychosomatiques, Et c'est un sujet important parce que beaucoup de gens ne savent pas à quel point sont liés le corps et l'esprit et le corps. Autrement dit, si ça va pas bien là-haut, ça peut avoir des répercussions en bas et vice-versa. Alors pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir en duplex d'Alger le docteur Mohamed Amokran et en duplex de la ville d'Agadir, Madame Fatima Majdoub, qui est psychopraticienne et diplômée en sociologie. Alors, docteur Mohamed Amokran, vous êtes là. Fatima Majdoub, d'abord tous les deux, vraiment immense merci de prendre de votre temps là où vous êtes et de nous accompagner pour cette émission. Docteur Mohamed, les maladies, qu'est-ce qu'on appelle maladie psychosomatique? Qu'est-ce que c'est? Bonjour mon ami, tu vas bien? Très bien. Alors, plaisir de me retrouver avec toi. Marhaba. La maladie psychosomatique ou la psychosomatisation, c'est une terminologie qui paraît un peu savante pour certains et en réalité elle n'est pas. Donc c'est une terminologie. On va essayer de décortiquer un peu le mot pour bien éclaircir les choses. La somatique, une maladie psychosomatique, ça vient du mot psycho qui est la psychologie, et somatique du mot grec soma qui est le corps. Donc, c'est toute une maladie corporelle ou une maladie organique qui a une cause ou au moins 20% de ces causes sont purement psychologiques. C'est-à-dire, c'est un message, à vrai dire, du cerveau pour les organes lors d'une douleur intense, morale, un truc qui est psychologique, notamment les agressions morales, toute maladie psychologique, tout. Donc, une maladie psychosomatique, c'est une maladie réelle et qui existe. Il y a beaucoup de maladies qui sont en cause. Donc, une maladie organique n'a aucune raison ou cause organique dans cette maladie. Donc, c'est la cause principale, c'est la psychologie. Donc, c'est une cause psychologique. Cette terminologie n'a été acceptée qu'après la découverte de l'inconscient, c'est-à-dire Freud a montré qu'il y a un rapport entre le cerveau et le corps, c'est-à-dire le cerveau qui assure le fonctionnement du corps, notamment sur le plan physiologique et sur le plan pathologique. Et après la découverte de technologies, le PET scan, l'IRM et tout, on a vu qu'il y a un rapport très étroit entre les deux. Donc il y a une analogie entre les deux, le cerveau et le corps. Donc, par exemple, docteur, ça veut dire que imaginons un sujet qui a, donc une personne qui vit une grande situation de stress. Vous savez, on est dans des sociétés où il y a beaucoup de stress. Ça peut, donc le stress c'est là-haut que c'est, la source elle est là-haut. Ça donne un inconfort psychologique. Et si je vous comprends bien, ce stress-là peut donner une maladie organique. Il peut donner des maladies organiques. Alors comment ça peut, par exemple le stress, comment il peut, qu'est-ce qui donne le stress par exemple? Qu'est-ce qu'il peut donner par exemple sur la peau ou sur le corps? Bon, il peut donner des douleurs sur le corps. Ces douleurs, notamment pour certains, c'est imaginaire. Pour le personnel médical, à vrai dire, il n'y a pas une cause organique bien définie.
Donc, si tu examines le malade, il n'y a rien. Sur le plan physiologique, il n'y a rien. Il n'y a pas une atteinte tissulaire, mais il y a la douleur, il y a des tachycardies, il y a une dilatation des pupilles, il y a une indigestion. Donc, il y a beaucoup de symptômes qui paraissent réels, mais en quelque sorte, ils sont imaginaires. Donc, pour certains, c'est des douleurs imaginaires qui peuvent engendrer une maladie organique. Par exemple, le psoriasis, c'est une maladie cutanée, dermatologique, qui est due au stress. Il y a, par exemple, les crises d'asthme. Donc, la somatisation ou le malade qui fait une somatisation, c'est-à-dire qui fait une maladie psychosomatique, peut arriver à avoir des atteintes organiques ou atteintes, même des atteintes tissulaires, notamment la colopathie fonctionnelle, les maladies digestives. Il y a beaucoup de maladies qui sont des maladies psychosomatiques. Donc, le traitement dans ce cas, il sera basé beaucoup plus sur la psychologie. Et bien sûr, s'il y a une atteinte tissulaire, il y a des traitements et des prises en charge. D'accord, justement. Alors, Madame Fatima Mejdoub, vous m'entendez? Oui, bonjour. Rebonjour. Alors, justement, quand il y a... Par rapport à ce que vient de dire le docteur, comment vous faites, vous, quand vous recevez quelqu'un, justement, pour voir si le trouble qu'il vit peut avoir une incidence sur le corps? Généralement, si on le reçoit directement avant qu'il passe chez le médecin, ce qui est rare, parce que généralement, les gens vont d'abord voir le médecin et c'est le médecin qui les oriente vers les psychologues. Ouais. Donc, c'est rare qu'ils viennent directement chez les thérapeutes. Ce sont les médecins qui les orientent. Mais quand ils viennent le voir directement et qu'ils se plaignent à la fois de symptômes physiques, mais qu'ils pensent aussi que c'est lié à des problématiques psychologiques, nous prenons bien sûr en compte la problématique psychologique, mais nous leur recommandons de voir un médecin pour être sûr de la chose et pour qu'il y ait un traitement médicamenteux le cas échéant, parce que c'est pas parce que la personne a de l'eczéma et qu'elle pense que son eczéma est d'ordre psychosomatique que forcément il n'y a pas besoin de pommade, il n'y a pas besoin de médicaments. Donc il y a normalement un suivi, un accompagnement en coopération avec le médecin. Donc il y a besoin et du médecin et du psychologue en cas de maladie psychosomatique, parce que les douleurs sont imaginaires mais sont ressentées réellement et les symptômes sont vraiment réels, c'est-à-dire la personne a des boutons, a de l'eczéma, a des psoriasis, a des vrais symptômes visibles. Ouais. Mais, vous savez, moi, depuis une certaine époque où, voilà, il y a une idée qui a traversé le monde des intellectuels, le monde des médecins, le monde de tous ceux qui réfléchissent et qui agissent aussi pour le bien-être humain, où on a commencé à séparer le corps et l'esprit. On a été le corps, l'esprit et la matière. Enfin, on a été cartésien, voilà, de Descartes, et on est devenu cartésien. Or, me semble-t-il, il faudrait qu'on revienne un petit peu là-dessus. Je suis plutôt Spinoza, moi, qui pense que tout cela est bien lié et n'a jamais cessé de l'être. Qu'il n'y a pas l'esprit d'un côté, le corps de l'autre, et qu'il n'y a pas... Non, il y a des ponts. L'être humain, c'est j'ai envie de dire, c'est une usine avec des énergies qui circulent sans cesse de bas en haut, de haut en bas, de droite à gauche et de gauche à droite, et que on n'a pas fini de découvrir cela, et que pour mieux découvrir cela et pour mieux accompagner cela, il faut déjà commencer par ne pas le séparer. Docteur Amokran Mohamed, est-ce que
c'est le traitement médicamenteux avant d'y recourir. Est-ce que vous pensez parfois, ou est-ce qu'il y a un traitement parce que vous dites que ça influe sur le corps, d'accord, très bien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut d'abord traiter le cerveau, enfin là-haut quoi? Bon, en premier lieu, le malade, il doit avoir une conscience de la maladie. C'est-à-dire, il doit être conscient et il sait qu'est-ce qu'il a. Si le malade est conscient de ce qu'il a et que ces trucs sont à base psychologique, on peut traiter sur le plan psychologique. Bien sûr, s'il y a une lésion tissulaire, c'est-à-dire s'il y a par exemple, l'eczéma, s'il y a des lésions tissulaires cutanées, il faut les traiter. S'il y a une colopathie fonctionnelle, il y a beaucoup de constipation, il y a beaucoup de diarrhée, il y a beaucoup de douleurs, il faut les traiter aussi. Donc, il faut avoir une prise en charge multidisciplinaire, notamment le médecin traitant généraliste, le gastrologue, le dermatologue. Donc, et même il y aura des psychosexologues, par exemple, parce que par exemple, le vaginisme, c'est parmi les maladies psychomatiques. C'est très important, qui reste tabou. Donc, on ne parle pas beaucoup sur ce sujet, à part toi, mon ami, qui parle toujours du vaginisme, qui est un problème. C'est un problème, un grand problème, surtout dans le monde arabe. Donc, il y a une prise en charge multidisciplinaire. Donc, on va traiter les deux. S'il y a une lésion tissulaire, on traite. S'il n'y a pas une lésion tissulaire et que la douleur reste la même, où le malade peut déclencher une stimulation neurovégétative, par exemple, et du système nerveux autonome. Il y a des malades qui se stimulent après une grande douleur. Ils se stimulent et ils vont avoir des pertes de connaissance à chaque fois, des vertiges, des migraines. Il y a beaucoup de maladies, donc il faut les traiter sur le plan psychologique et sur le plan pathologique et médicamenteux. Et aussi, le plus important, le malade doit avoir conscience de ce qu'il a. Donc il faut bien expliquer au malade qu'il a ça et ça. Il y a une maladie psychomatique et après une somatisation et après il va y avoir peut-être il va y avoir des troubles anxieux, des troubles psychiatriques. Il y a beaucoup de maladies psychologiques qui vont avec aussi. Donc il n'y a pas que la lésion tissulaire, il y a même des complications psychologiques sur ce sujet. Donc il faut bien savoir qu'est-ce qu'on a. Il faut avoir conscience, il faut avoir une conviction que ces maladies ne sont pas purement somatiques, mais aussi à l'ordre psychologique et avoir une conduite, prise en charge multidisciplinaire. Il y a les psychologues, il y a les médecins, il y a tout. Alors justement, voilà. là, je vous pose la question à l'un et à l'autre. Qui dit maladie psychosomatique, c'est-à-dire que ça a commencé par un trouble psychologique, et puis ça a somatisé, c'est parti sur le corps. Très bien. Mais est-ce que le sujet peut, justement, à partir de quel moment, pour que justement ça ne somatise pas, est-ce que le sujet peut prendre conscience et se dire, tiens, il se passe quelque chose, donc avant que ça ne continue de se développer et que ça aille justement sur le corps, là, il faut que je commence à traiter. Par exemple, de l'hypnothérapie, que sais-je encore, des séances de bien-être. Mais à partir de quel moment est-ce qu'on peut déterminer un moment où la personne peut se dire, tiens, là, il se passe quelque chose. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui se disent, c'est rien, c'est pas grave, ça va passer, etc. Et des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai, ça passe. Dans la plupart des cas. Pour des raisons multiples.
mais qui sont réelles, ça passe. Mais des fois, ça passe pas. Donc, est-ce qu'il y a un moment où la personne peut se dire, tiens, il faut que j'aille consulter un professionnel pour justement que ça ne somatise pas? Fatima Mejdoub. Justement, si la personne prend conscience, ça ne deviendra jamais une maladie psychosomatique. Et justement, où est-ce que la maladie psychosomatique ne s'installe pas? Chez les personnes qui sont à l'écoute et de leur corps et de leur psyché. Celles qui sont en dialogue, celles qui sont en libre parole. Ouais. Parce que quand on dit la maladie, c'est généralement le mal a dit. C'est que ce sont des choses qu'on ne peut pas dire verbalement et qui se disent physiquement. C'est pour ça, c'est une question aussi de croyance, c'est une question aussi d'éducation et c'est une question aussi de construction de la personnalité. Par exemple, on remarque que chez les introvertis, on a beaucoup plus de maladies psychosomatiques, c'est avéré aujourd'hui, que chez les extravertis qui ont tendance à beaucoup plus exprimer les choses. Cela ne veut pas dire que chez les extravertis, il n'y a pas de somatisation. Donc, c'est une histoire de rapport à soi. C'est une histoire aussi de flexibilité psychologique et de rigidité. Donc, ceux qui ont tendance à exprimer facilement les choses ou à avoir le droit de les exprimer, parce que c'est une question aussi de société, c'est une question, vous avez parlé tout à l'heure du vaginisme, c'est une question aussi de tabou, c'est une question aussi de croyance. Ouais. Ça peut aussi être lié aux croyances religieuses, réelles ou fausses. J'ai eu un cas, par exemple, d'une dame d'un certain âge, originaire d'un de nos pays du Maghreb, qui croyait c'est pas qui croyait, mais qui se réveillait avec d'énormes traces. Il en fait pas une explication psychologique, il va en faire une explication religieuse, comme quoi il est puni pour quelque chose qu'il n'a pas fait, donc il y a les anges qui vont la battre dans la nuit parce qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire. C'était de rendre hommage à son mari, d'aller au bled pour faire la cérémonie après l'enterrement, puisqu'il a été enterré en France et qu'il n'a pas pu faire ce qu'il fallait faire d'après elle. Et donc, pour elle, ses fils devaient l'emmener. Elle n'a pas la possibilité de le faire elle-même, c'est une vieille dame. Et donc, elle considérait que, que ces traces, le fait d'avoir mal, que c'est lié à ses croyances. Donc, même quand elle dit les choses, quand elle s'exprime, c'est dans la limite des tabous, c'est dans la limite des croyances. Donc, Fatima Mejdoub, le fait qu'elle ne s'exprime pas, qu'elle s'interdise elle-même de s'exprimer pour des raisons culturelles, religieuses, comme vous venez de le dire, cela... pas ce qu'il faut exprimer, donc son corps va exprimer pour elle. C'est aussi valable dans l'eczéma que dans les allergies. Exemple, j'ai aussi une patiente qui avait de fortes allergies vraiment insoutenables et qui passait son temps chez le médecin à prendre des arrêts maladie, mais quand c'est les vacances, elle n'a aucune allergie. Et s'est rendu compte, quand on a travaillé ensemble, qu'il est plus allergique à son supérieur qu'à une réelle substance. Ouais. Donc, vous lui conseillez de changer de travail alors? Exactement. Donc, on a travaillé une reconversion. On a dû partir sur un bilan de compétences et une reconversion. D'accord. Docteur Mohamed? Oui. Moi-même cognitiviste, donc je travaille sur le comportement et le cognitif et non sur forcément le côté clinique, d'où il y a un besoin d'une approche pluridisciplinaire, absolument. Pour les questions de vaginisme par exemple, on va travailler avec un psychosexologue, on va travailler avec un médecin et on va travailler nous le comportement et le changement de comportement. Ouais. On va revenir sur le vaginisme. Docteur Mohamed Amokran. Oui. Pareillement, même question. Est-ce que il arrive, enfin, quand est-ce que le sujet, la personne malade, à partir de quel moment elle peut justement prendre, parce qu'elle a pris conscience, comme vous le disiez tout à l'heure, traiter tout de suite, traiter le plus rapidement possible
pour pas justement que ça somatise? Bon, le symptôme majeur, et généralement le symptôme qui mène le patient à consulter, c'est la douleur, quelle que soit la douleur. La douleur, c'est un signe subjectif, c'est un signe qu'il ne sent qu'il y a la douleur. Donc, il consulte chez un médecin, il y a une douleur, quelle que soit la douleur, on va faire les radios, on va faire des examens cliniques, on va faire tout. Si on trouve qu'il y a, et cette douleur, elle est récurrente, à chaque fois, elle se répète. Elle se répète et elle s'augmente d'intensité. Donc, si la douleur augmente d'intensité, on va faire le rapport entre un problème psychologique et la douleur. Et voilà, on va envoyer le malade vers un psychologue. Il va, à vrai dire, diagnostiquer qu'il y a une maladie psychosomatique. Donc si on traite la douleur, la cause, elle n'est pas organique et on n'a pas pu trouver la cause, donc on peut dire qu'on conclut qu'il a une maladie psychosomatique. Par exemple, j'avais un enfant malade, il avait 10 ans, il a une énurésie avec une allergie cutanée très importante. À chaque fois, pendant la scolarisation, elle se répète. Pendant l'été, il n'y a pas. Donc, je me suis dit qu'il y a un truc psychologique qui va avec. Donc, avec le temps, avec la psychologue et avec les consultations, à chaque fois, on a pu trouver que cet enfant, il a un problème psychologique qui va induire vers ça, et va induire vers une maladie psychosomatique. Donc, le temps où cet enfant était en train de se somatiser, c'est-à-dire même si il ne boit pas de l'eau, il n'a rien, mais il fait les besoins au lit. Donc, c'est un problème purement psychologique. Et donc, on a conclu qu'il a une maladie psychosomatique et maintenant, il va beaucoup mieux avec les séances de la psychologue. C'est un petit exemple. Par exemple, on a l'exemple le plus connu, c'est la colopathie fonctionnelle. C'est le plus connu au pays de Maghreb. Pratiquement, c'est un problème de santé publique. À vrai dire, c'est une maladie psychosomatique. Le côlon nerveux, la colopathie fonctionnelle ou le syndrome du côlon irritable, c'est une douleur récurrente qui se répète à chaque fois où le malade se stresse, où le malade avait une douleur intense morale, un choc émotionnel. C'est ça, et c'est ça. Si il va consulter chez un gastrologue ou un médecin généraliste, s'il n'y a pas une maladie organique bien définie, qui a une cause organique, une maladie organique qui a une cause organique, c'est-à-dire la cause principale, elle est organique, c'est pas sur l'ordre psychologique. Et voilà, on va conclure qu'il a une maladie psychosomatique. Après, bien sûr, les examens paracliniques, les radios. Donc, on va faire un examen clinique et paraclinique. Et après, on va travailler avec le psychologue. On va faire une prise en charge multidisciplinaire dans ce cas. Et avec le temps, il va aller beaucoup plus mieux. Et voilà. Ouais. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, là, tous les deux encore. C'est, en fait, quand on regarde comment, par exemple, si voilà, vous êtes tous les deux, l'un à Alger, l'une à Agadir, donc ce sont des sociétés qui ont évolué très rapidement vers ce qu'on appelle voilà, la tertiarisation de l'économie, la modernité, l'urbanisme hyper galopant. Et donc, il y a comme quelque chose qui s'est installé presque brutalement, c'est-à-dire qu'on a changé d'époque en quelques années. Voilà. Est-ce que ça aussi, ça va pas, donc c'est peut-être un peu philosophique ma question, mais sur le plan médical, sur le plan psychologique et donc potentiellement ça somatise aussi,
Est-ce que ça, c'est pas aussi l'une des causes qui fait que les médecins peuvent s'inquiéter de voir de plus en plus de gens malades parce que le mode de vie qu'ils ont accepté, ou enfin qu'ils subissent ou qu'ils acceptent, peu importe, en tout cas c'est pas la question ici, mais fait que c'est pas sain, c'est pas naturel tout cela, et que ça ne peut qu'avoir ses conséquences de troubles psychologiques, et potentiellement cela va somatiser. Est-ce que le mode de vie qu'on a intégré maintenant dans la façon de vivre donc à Alger ou à Casablanca, à Agadir, à Tunis, etc., c'est pas aussi quelque part, si on veut faire de la prévention, de dire aux gens attention et de voir un petit peu comment ils vivent pour essayer de comprendre avec eux que là même est le problème dans leur manière de vivre. Leur manière de vivre ne peut causer que du stress. Leur manière de vivre ne peut que causer un sommeil qui n'est pas satisfaisant, et que ensuite tout va avec, et puis forcément qu'on tombe malade. Fatima Majdoub. Moi, j'exerce à Paris principalement. Je suis à Agadir dans le cadre de vacances, mais aussi dans le cadre de partenariats, parce que j'essaye d'apporter mes compétences françaises, mais en même temps, j'essaye d'apprendre des compétences marocaines, comme je le fais avec des confrères algériens ou des confrères tunisiens. Puisque en France, justement, on travaille avec plusieurs confrères de différentes origines, principalement des musulmans, mais aussi des non-musulmans. Et quand on dit attention, on dit attention aussi bien aux personnes, aux individus et aux patients, mais aussi attention aux psychologues, car on ne peut pas avoir la même approche selon la clientèle. Et quand on parle de maladies psychosomatiques, c'est vrai que ça a augmenté à cause du rythme de vie. D'ailleurs, on se rend compte à Paris que le médicament le plus consommé, c'est les antidépresseurs, sachant que la majorité de ceux qui les prennent n'en ont pas forcément besoin. Mais quand le médecin, parce que généralement les médecins généralistes en France, ils ont le droit de prescrire les antidépresseurs, et donc les gens ne partent même pas voir un psychiatre, ni ne font un véritable diagnostic. Quand le médecin généraliste n'arrive pas à traiter leurs symptômes ni leurs maladies psychosomatiques, la conclusion, c'est de se dire que c'est psychologique, et il passe directement à des prescriptions qui sont d'ordre psychiatrique, que ce soit des calmants, des somnifères, des anti-anxiolytiques, des antidépresseurs. Et c'est pour ça d'ailleurs l'eau française et parisienne en particulier est polluée avec des antidépresseurs, et c'est avéré. Au Maroc, comme en Algérie ou en Tunisie, parce que c'est les trois pays que je connais un minimum, et surtout le Maroc, les grandes villes sont en train de prendre la même direction que les grandes villes occidentales, avec le même rythme, avec le même stress, avec les mêmes horaires à peu près, et beaucoup sont calqués un peu sur les capitales occidentales, et ça met un énorme stress de rattraper d'après eux le retard de modernité et de gain d'argent. Donc, il y a des personnes qui vivent les mêmes problématiques psychosomatiques que les Français ou les Américains ou les Anglais. Et ça s'ajoute à leurs propres problématiques qui sont liées à leurs croyances et à leur milieu. Donc, la personne va avoir les mêmes problématiques. La seule différence, c'est que ici, comme dans tout le Maghreb ou même toute l'Afrique ou le monde arabe, les gens, quand ils désespèrent du médecin, c'est pas forcément vers le psychiatre ou vers le psychologue qu'ils vont aller. C'est vers certains charlatans qui leur proposent des solutions d'ordre occulte. Soigner l'occulte, d'où ça pilule énormément. Il y a encore plus de cabinets de ruqya que de cabinets de psychologues. Et le phénomène, bien sûr, est aussi européen, parce que là où il y a la communauté, il y a les mêmes phénomènes. Donc, ça aggrave un peu les situations, et ça oblige
les psychologues aussi et les médecins à revoir leurs pratiques. Et d'ailleurs, ce qui m'a amené moi au Maroc, c'était dans le cadre d'études d'ethnopsychiatrie. Ça veut dire que je me suis intéressée à l'ethnopsychiatrie. D'ailleurs, c'est grâce à un confrère algérien qui s'appelle Dr Kharbouch, Nordin Kharbouch, qui lui-même est ethnopsychiatre. Ça m'a amené à m'intéresser à l'ethnopsychiatrie et donc à prendre en compte l'ethnologie, la sociologie, l'anthropologie de la personne, le milieu de la personne, les croyances de la personne pour pouvoir l'aider au mieux. Que ce soit sur, voilà, sur Fatima Majdoub, alors justement, je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce que finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas, puisqu'on est dans la pluridisciplinarité, qu'il y ait le médecin, qu'il y ait un psychologue et qu'il y ait éventuellement un raqi pour... parce que la croyance du sujet est importante. Si ça lui fait du bien au sujet, hein, pourquoi écarter quelque chose qui lui fait du bien si ça peut aider à l'amélioration de l'état général? Ça peut être considéré comme de l'hypnothérapie, non? Non, c'est pas toujours le cas. Cette dame, par exemple, dont j'ai parlé, qui est une vieille dame, Ouais. Faire avec elle des séances de psychologie classique, Ouais. ce n'était absolument pas adéquat. Bah Parce que on ne pouvait pas mettre le cadre, ni parler le même langage, et donc, comprenant sa culture, sachant qu'elle a un certain besoin, j'ai fait intervenir un cheikh pour lui expliquer certaines choses par rapport à sa religion. J'ai aussi parlé avec ses fils pour qu'ils prennent en compte son besoin de cérémonie, qui est un besoin pour elle nécessaire pour que les choses soient dans l'ordre socialement et que la famille reprenne sa place dans le village et que les choses soient faites selon la culture. Bien et sûr. en même temps, j'ai travaillé avec elle plutôt l'hypnose, plutôt des techniques apaisantes, des techniques qui lui permettent qu'elle-même fasse de la respiration consciente, des choses qui soient plus adaptées à elle en tant que patiente. Et j'étais en contact avec son médecin généraliste pour qu'il puisse comprendre la situation de sa cliente, de sa patiente. Ouais. Très bien. Docteur Amokrad, il vous arrive, vous, d'être en contact avec des raqis? Personnellement, j'avais pas l'occasion de voir ça parce que généralement, moi, je suis un diagnosticien, Ouais. donc je fais le diagnostic beaucoup plus clinique et j'étudie la pathologie. Et bien sûr, s'il y a un problème d'ordre psychologique, j'envoie vers un psychologue, vers un psychiatre, on va diagnostiquer les maladies et tout. Donc, Raqi, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir, mais il y a beaucoup de médecins qui pratiquent l'hijama, Ouais. qui est un moyen de détente pour le malade, vu sa croyance et comme a dit cher consoeur, qu'il y a que chaque malade a sa propre conviction religieuse. Donc, ça marche bien ici en Algérie, le pyjama, mais le rokat, non, pour le moment, j'avais pas eu l'occasion d'avoir ça sur ma carrière. Mais le pyjama, c'est un truc très important et très bien pour quelques-uns. Et c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours la solution, et c'est pas toujours les cas, ça change de l'un à l'autre. Donc, même si une seule famille, il y a beaucoup de cas de troubles, de ces troubles de l'ordre psychosomatique, mais de différentes intensités. Ouais. Donc, selon la douleur ou la douleur qui a subi le malade, le temps de la douleur, pas que 6 mois, c'est pas 10 ans, c'est pas la même chose du tout. Donc, selon l'intensité de la douleur et selon la maladie, on va traiter le malade. Donc, pour le moment,
Pour le moment, j'avais beaucoup de cas de ces problèmes psychologiques, de problèmes de la somatisation et des maladies psychosomatiques. Ouais. Mais c'est important parce que ce que je vous dis, parce que évidemment, vous savez, c'est Carl Jung qui préconise, lui, qu'il faut être très attentif à la croyance des gens, hein, Oui. sans juger cela, sans jamais juger cela. La croyance et la Ça fait conviction. partie des matériaux qu'on va utiliser parce qu'on en a besoin pour aider le sujet à aller vers le mieux, ou tout du moins à savoir gérer ce trouble. D'accord ? Que ce trouble ne prenne pas le dessus sur lui, mais qu'il arrive lui-même à le gérer. Et c'est vrai que moi j'ai souvenir de ce patient justement qui avait recours à Raqi, et donc on avait pris ça en considération, et c'est quelqu'un qui allait très mal, et puis par de l'hypnothérapie, donc en complément, on s'était rendu compte, bon, le fait qu'il aille voir justement un Raqi, comme on dit, l'aidait à être plus apaisé. Déjà, il sortait plus calme, d'accord ? Et attention, je veux tout de suite avertir, c'est juste ce Raqi-là, c'est juste quelqu'un qui lui lisait le Coran et lui faisait boire de l'eau que lui-même apportait, pas le Raqi mais le sujet, lui lisait lisait le Coran sur cette eau et ça n'allait pas plus loin. Parce que attention, il y a des gens qui vous touchent, il y a des gens qui vous frappent, enfin on a entendu toutes choses d'abominations, toutes sortes d'abominations. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui vous lit le Coran. Donc, il n'y a pas plus que cela. Donc c'est tout à fait acceptable. Mais en tout cas, ça l'apaisait et donc ça le rendait, si vous voulez, plus apte ensuite à suivre le reste, plus apte à accepter l'accompagnement. Et donc on s'était aperçu que ce monsieur, en fait, il avait cultivé en lui, et c'était ça la source de son trouble, il avait cultivé en lui un fort sentiment de culpabilité par rapport à son ex-épouse qu'il avait, selon ses propres dires, ensuite, une fois qu'on avait bien avancé, maltraité, avec laquelle il s'était mal conduit, qu'il avait, selon ses termes, abandonné de manière ignoble, etc. Et que c'était revenu à la surface et que ça l'avait rendu malade. Voilà. Donc, finalement, quand les disciplines sont faites par des gens sérieux et bienveillants, compétents, ça peut aider, ça aide le sujet. Donc, tout ça pour dire que tenir compte de la croyance des individus, quelle que soit leur croyance, quelle qu'elle soit, ben, ça va nous aider finalement à mieux comprendre un petit peu la source du trouble et peut-être justement faire en sorte que ça somatise pas ou ça somatise moins. Voilà. Fatima Majdoub, qu'en pensez-vous ? Ayons un peu étudié la question. J'ai essayé d'y apporter une réponse. Tu me connais un peu, Nader. On est des gens plutôt pratiques. On cherche des réponses pratiques. Comme dit Dr Moukran, dans nos pays d'origine, ce n'est pas facile de mettre en place des solutions holistiques. Le médecin travaille dans son cabinet, le psychologue dans son cabinet, le Raqi peut-être est un imam. Si c'est un imam, ben il est réglementé par l'État, donc il n'osera même pas faire la ruqya car ce n'est pas réglementé, donc il aura des problèmes s'il ose le faire de manière officielle. Et les Raqi qui pilulent partout ne sont pas forcément réglementés, donc automatiquement on peut tomber sur des charlatans. Donc la possibilité de faire quelque chose d'holistique avec tout ce monde-là dans le pays d'origine est beaucoup moins aisée. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça n'existe pas, l'État ne l'a pas réglementé, donc automatiquement on ne peut pas le faire. Il existe des expériences individuelles. Ce que nous, on a mené par exemple sur la ville d'Agadir, c'est en accord avec
un médecin. Donc, on est vraiment à titre associatif. Ouais. Comme on l'a fait d'ailleurs en France, on ayant fait, toi-même, tu en fais partie, tu es fondateur, on est l'association Islamo-Psy, Ouais. où justement, nous avons insisté sur le fait que les médecins, les psychiatres et les psychologues soient formés à la religion de leurs patients ou aux croyances de leurs patients pour avoir un minimum de savoir sur le sujet, que d'ailleurs cette croyance soit islamique ou pas, puisque nous avons des patients de différentes obédiences, et l'important c'est de comprendre ce que c'est que la croyance, qu'elle soit religieuse ou pas, et l'incidence de la croyance sur la maladie comme sur la guérison. Et dans le cadre justement de mes stages, j'avais eu la chance de faire un stage à Paris avec un grand ethnopsychiatre qui faisait appel et qui envoyait régulièrement demander un raqi auprès de la mosquée de Paris. Ouais. C'est pas forcément la mosquée de Paris, il a envoyé quelqu'un officiellement, mais lui, il était en contact, il voulait voir l'imam, il avait des patients musulmans, comme il faisait d'ailleurs des cérémonies africaines selon la croyance des gens qu'il recevait, ou bien des cérémonies dites laïques, parce que il y a des cérémonies dans toutes les croyances. Dans toutes les croyances, il y a des cérémonies. Et donc, la personne a besoin de cérémonial. Carl Gustav Jung, dont vous avez parlé, un de ses livres qui est très intéressant, c'est L'homme et ses symboles. Et dans le cadre justement de mes études, j'avais déjà travaillé sur une recherche, un livre anthropologique, les mots, la mort, l'essor de Saada, de Jeanne Favre Saada. Et quand vous lisez le livre, vous allez un peu être étonné de vous rendre compte que la Mayenne en France, il y avait les mêmes pratiques qu'il y a aujourd'hui dans le Maghreb ou dans la communauté musulmane, parce qu'à l'époque, les gens, ils étaient encore chrétiens pratiquants, donc c'était beaucoup plus flagrant qu'aujourd'hui, où peut-être le christianisme a un peu de recul. N'empêche que, aussi bien chez les chrétiens que chez les juifs, que chez les bouddhistes, que chez les musulmans, que chez n'importe quelle personne qui croit ou communauté qui croit, il y a la ruqya. La ruqya, c'est pas quelque chose de spécifique aux musulmans. Même le fait d'imposer les mains sur la tête de la personne et de lire des versets, chez les bouddhistes, on va lire des mantras. Chez les juifs et les chrétiens, on va lire bien sûr des versets de la Torah ou de la Bible. Et le livre, je vous le recommande. Et je le recommande d'ailleurs généralement à mes confrères médecins pour qu'ils puissent s'intéresser un peu à l'ethnopsychiatrie ou à l'anthropologie de la chose. Et c'est très important de savoir qu'il y a différentes aussi disciplines en psychiatrie et en psychologie. Il est nécessaire aussi que le raqi, les chouyours, soient au fait médical et qu'ils arrêtent de recevoir les gens alors qu'ils sont réellement malades d'une maladie physique. Comme il ne faudrait pas qu'ils les traitent uniquement avec la ruqya, alors qu'ils ont un problème psychologique, voire psychiatrique. On voit arriver au stade final des personnes ayant un début de schizophrénie et qui se retrouvent à être trimballés de raqi en raqi jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à l'hôpital psychiatrique ou à avoir commis un acte horrible. Merci beaucoup de le dire, Fatima Mejdou, parce que c'est très important ce que vous venez de dire. La ruqya ne doit être que complémentaire. Attention, elle ne doit pas remplacer un traitement médicamenteux. Voilà, donc il faut de toute façon toujours avoir recours à son médecin traitant. On est bien d'accord, docteur Amokran? Oui, il faut toujours avoir recours à son médecin traitant. Évidemment. Que la douleur sera récurrente ou n'importe quel moment de la douleur,
il faut consulter avant. Il faut consulter et il faut avoir l'écoute du médecin pour arriver à résoudre ce problème ou pour arriver au malade à avoir un mécanisme de défense de ces maladies, notamment les maladies psychosomatiques, parce que les maladies somatiques sont faciles à gérer, mais les maladies psychologiques sont un peu difficiles à gérer et un peu difficiles à résoudre ce grand problème. Par exemple, on a le syndrome du stress post-traumatique. C'est une maladie qui est méconnue sur le monde arabe et tout, et maghrébin. Ça s'appelle le khala. Imaginons que c'est une maladie psychiatrique, ça. Elle nécessite un traitement médicamenteux, des antidépresseurs, des anxiolytiques, je ne sais pas. Il faut avoir un psychiatre. Mais les gens, ils ont recours toujours au régui, à hijama, je ne sais pas, non, c'est une maladie psychiatrique. C'est une maladie psychiatrique, il faut toujours consulter. On fera une émission spéciale justement là-dessus. Je pense que c'est très important d'apporter un éclairage sur tout cela pour aider les gens justement à y voir plus clair, à ne pas condamner la pratique comme ça. Bien évidemment non, je disais tout à l'heure que ça doit être complémentaire, mais à voir à quel moment ça peut être complémentaire et surtout de ne pas, faire en sorte que cela devienne sans avoir consulté au préalable votre médecin traitant qui, de toute façon, s'il doit vous prescrire un traitement médicamenteux, eh ben, il faut s'y tenir. Voilà, faut s'y tenir. Hein, et que le reste, oui, pourquoi pas. Tout ce qui vous fait du bien à côté est bon à prendre. Même aller à la piscine, juste ça peut être une thérapie magnifique. Aller se balader en forêt, ça peut être une thérapie magnifique. Lire, être dans la méditation, dans la spiritualité, évidemment. Mais ne pas abandonner l'idée qu'il faut d'abord voir son médecin. Je vous remercie tous les deux vraiment de m'avoir accompagné pour cette émission et je vous dis à toutes et tous à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission On en discute sur RTV. Au revoir.